Justement, en parlant de la commémoration du génocide commis contre les Tutsis, nous allons revenir particulièrement à la partie de la commémoration dans la partie de l'ancienne préfecture de Kibuye, notamment à Bisesero, où la date, ou en tout cas les dates du 27, 28 et 29 juin ont été des dates qui ont emporté des vies humaines. Pourtant, 3 jours auparavant, les militaires français s'y étaient rendus et ont eu à communiquer directement avec certains rescapés qui s'étaient embusqués dans les collines et vallées et avaient leur promis de revenir pour les sauver. Pourtant, 3 jours après, il n'en était pas question puisque la majorité de ces personnes avaient été massacrées. Depuis la France, par Skype, nous sommes rejoints par Patrick de Saint-Exupéry que vous avez en image. Patrick, bonsoir, bon après-midi. Bonsoir. Je pense qu'on a un petit souci de son. Non, je vous entends très bien. C'est de vous qui Voilà, ne m'entendez Patrick, peut-être pas. alors je parlais de Bisesero et notamment des massacres de ces gens. Vous êtes l'un des rares correspondants qui était sur place avant le massacre de ces personnes. Déjà, peut-être, pouvez-vous nous replonger déjà par rapport au temps, dans quelles conditions étaient ces personnes ou vous voir quel espoir ça a suscité en ces personnes. Et vous rappelez-vous toujours de leur regard aujourd'hui, 28 ans après? Oui, oui, bien sûr. Le 27 juin, nous sommes un petit groupe de journalistes accompagnés de militaires français à nous rendre à Bisesero. Hein. Les sœurs de Kibuye nous ont à l'époque dit allez-y, c'est terrible ce qui se passe là-bas, il faut y aller. Et donc nous sommes partis avec un petit groupe de militaires français commandé par le lieutenant-colonel Duval. Et nous nous rendons à Bisesero. Et là, nous tombons sur un petit groupe de rescapés qui, à l'époque, est guidé par Eric Eric, pardon, je suis désolé, je suis un peu fatigué, et qui nous explique la situation. Et c'est une situation dramatique d'évidence et les militaires français avec lesquels on était l'ont très bien saisi tout de suite. Hein. C'était tellement évident, quoi. Là, Eric, à l'époque, de mémoire, j'avais l'impression qu'il avait 60 ans, et c'était pas du tout le cas, quoi. Il était beaucoup plus jeune que ça. L'état des rescapés était désespéré. Et nous sommes redescendus après avoir découvert Eric et ce groupe de rescapés. Et les soldats français ont alors averti le commandement français de l'opération turquoise qui venait de débuter. Et le colonel Duval, qui commandait ce groupement d'éclaireurs, a eu interdiction de retourner à Bisesero, interdiction formelle par le commandement. Et ces faits sont établis aujourd'hui. Pendant très longtemps, l'histoire de Bisesero a été un peu enterrée. La mission d'information parlementaire en France, qui a eu lieu en 1998 sur le Rwanda, n'a pas voulu travailler sur ce dossier qui est assez épineux. Mais peu à peu, avec le temps, 28 ans, les faits deviennent probants. Et aujourd'hui, Bisesero pose un problème en France parce qu'il y a eu une instruction judiciaire et celle-ci est, comment dire, bloquée. Les juges ont décidé qu'il s'agissait d'une erreur d'appréciation au niveau de l'opération turquoise, alors qu'en fait l'opération turquoise était dirigée de Paris et que la question se pose à Paris. Qui a donné les ordres de ne pas se porter au secours immédiatement des rescapés de Bisesero? Qui à Paris? Pas dans l'opération turquoise, mais qui à Paris? Quelle autorité? L'état-major, la cellule militaire de l'Élysée, voilà qui à Paris a donné l'ordre aux soldats de l'opération turquoise de ne pas intervenir à Bisesero, sachant que lorsque les soldats vont venir 3 jours plus tard, d'autres soldats, ils vont provoquer une opération de secours. Ils vont la provoquer, les soldats français vont la provoquer en dépit d'ordres qui laissent entendre qu'il ne faut pas être présent à Bisesero. Donc cette histoire de Bisesero est
est un vrai problème. Vous parlez tout à l'heure de l'Élysée, vous parliez de l'état-major, mais tout de même, il y avait des responsables qui étaient en place. Patrick, dans les deux ouvrages, du moins si je dois citer La Traversée, si je dois parler des complices de l'inavouable, parmi en tout cas les publications sur le Rwanda, et dans plusieurs de vos articles depuis 1994, il y a certains responsables au niveau politique, des gens comme Hubert Védrine, qui revient souvent dans vos propos, dans vos conférences. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que ce sont des crimes qui n'ont pas de responsables, pourtant il y avait quand même des responsables qui étaient en place. Est-ce que 28 ans après, ça vous étonne de voir qu'il y a toujours ce déni ou ce refus de regarder la vérité en face? Ah oui, bien sûr que c'est étonnant, c'est surprenant. Cette timidité des juges français est un petit peu affligeante. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de documents, il y a des témoignages aujourd'hui qui sont sortis peu à peu avec le temps. Au début, très sincèrement, beaucoup de gens ne voulaient pas croire à l'épisode de Bicécero. Aujourd'hui, les faits sont établis. Il y a des documents des services français, il y a des témoignages, il y a des attestations. Et vraiment, la question se pose au niveau du chef d'état-major, donc des armées de l'époque, hein, donc au niveau de l'amiral Langsade, au niveau de l'état-major militaire à l'Élysée, donc au niveau du général Queneau, et au niveau de l'Élysée, donc au niveau du Védrine. Et ces trois personnes que je viens de citer n'ont pas été interrogées sur Bicécero par les juges. Et c'est extrêmement problématique parce que c'est une enquête qui n'aboutit pas et les juges piétinent et ne semblent pas vouloir franchir un cran. Et c'est pour ça que j'appelle cela de la timidité. Bon, c'est un mot un petit peu gentil, hein, le mot pourrait être un peu plus méchant, mais bon, c'est pas nécessaire. Mais cette timidité est incompréhensible. Est incompréhensible parce que il y a eu erreur, faillite à ce moment-là, de décision. Et cette décision-là, il ne revient pas de la faire porter aux militaires. Ça a été d'abord une décision politique, me semble-t-il. Moi, je me souviens du colonel Diego avec lequel j'étais le 27 juin, qui, de retour de Bicécero, lorsque nous sommes revenus le soir à Kiboulier, me dit « Oui, il faut intervenir, mais que vont-ils décider à Paris ?» Voilà, que vont-ils décider à Paris? Et à Paris, ils vont décider de ne rien faire. Et cette question-là doit être posée à ceux qui ont pris la décision de ne rien faire. Et les juges s'y refusent pour l'instant, et c'est absolument incompréhensible, et c'est pas très glorieux de la part de la justice française. Alors, vous pensez que certaines personnes courageuses, notamment des anciens officiers de haut gradé, on doit citer certains qui ont eu le courage de pouvoir témoigner et surtout à réclamer que certaines personnes puissent faire face à leurs responsabilités. Vous pensez qu'il y a leurs voix sont moins entendues ou il y a certains intérêts non avoués qui fait à ce que malgré le témoignage des officiers, des gens qui ont été sur terrain, des gens qui ont participé notamment à l'opération turquoise, vous pensez qu'il y a des intérêts autres qui ne sont pas évoqués ou qui ne sont pas avoués, qui font à ce que, en tout cas, des milliers de vies puissent être ignorées comme ça et sans aucune suite judiciaire? Je pense que par moment, il y a beaucoup de lâcheté. J'ai vu la manière dont, par exemple, le colonel Diego avait été traité par l'institution militaire. On a essayé de lui faire porter la responsabilité de Bicécero, ce qui était totalement faux. Mais on a essayé de se servir de sa personne comme d'un exutoire. Et ça, c'est une réaction on ne peut plus lâche. Donc il y a beaucoup de lâcheté. Alors maintenant, cette lâcheté, elle doit être placée au bon niveau. Moi, je connais énormément d'officiers ou de soldats français qui ont bien agi. Hein. Je parle du colonel Diego et du groupement avec lequel j'étais à l'époque, où les soldats étaient absolument révulsés par ce qu'ils avaient constaté à Bicécéro. Ils étaient en colère. Quoi. Enfin, ils ne comprenaient pas que les choses puissent être comme ça. Quoi. Enfin, vraiment, c'était une réaction extrêmement saine, extrêmement naturelle. Et qu'on dise à ces soldats-là de ne pas intervenir, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils ont fait leur rapport, ils ont rendu compte, ils ont demandé, ils retourné. On leur a dit non.
Et la question, vraiment, c'est qui leur a dit non? Alors, bien sûr, c'est le commandement de Turquoise, mais qui a dit au commandement de Turquoise de refuser de revenir à Bicêtre? Ça, c'est la vraie question. Et cette question-là, les juges français ne veulent pas s'y attaquer. Pourquoi? Parce que je crois simplement que c'est un peu de lâcheté. Je ne vois pas de complot, mais c'est un peu un manque de courage. C'est sûr que vous êtes obligé de poser des questions dérangeantes à des gens qui sont supposés avoir encore du pouvoir et de l'autorité. Mais alors, c'est la justice qui compte. Seule la justice compte. Et un juge ne devrait pas reculer là-dessus. Et après, les choses seront dites, mais il convient de les dire tant qu'elles ne sont pas dites. Cela pose toujours un véritable problème. Il y a des gens comme Guillaume Ancel, le colonel Guillaume Ancel, ancien haut gradé français qui était à Bicêtre, qui a fait partie de l'opération turquoise plutôt. Aujourd'hui, même vous-même, vous avez été quand même fait objet des poursuites judiciaires. Vous pensez qu'il y a des gens qui essaient un peu de vous réduire au silence pour que peut-être la vérité ne soit pas dite ou que certaines choses ne puissent pas éclater aux yeux du monde? Oui, bien sûr, enfin, ça fait 28 ans que ce petit jeu a duré, et les choses ont beaucoup progressé malgré toutes les tentatives d'étouffer un peu la vérité. Il y a quand même eu le rapport Duclerc, qui a été une vraie avancée dans la connaissance que l'on a en France de l'attitude de Paris par rapport au génocide des Tutsis du Rwanda. Il y a énormément de choses qui ont bien progressé. Et Bicêtre, effectivement, reste un des derniers points de blocage. C'est pas le seul, mais c'est un point important de blocage. Et après, vous parlez de Guillaume Ancel. Guillaume Ancel, lui, n'était pas à Bicêtre. En revanche, il était tout à côté. Et ce qu'il dit, c'est que il aurait pu intervenir avec l'unité où il était, puisqu'il ne faisait rien à ce moment-là. Et on ne leur a pas demandé d'intervenir. C'est là où son témoignage est important. Et voilà pourquoi n'y a-t-il pas eu d'intervention? Cette question est simple à poser et en même temps, on constate qu'il y a une impossibilité de la part de la justice française de la poser aux principaux concernés. Et c'est un petit peu affligeant. C'est un petit peu affligeant, c'est même très affligeant, hein. Patrick de Saint-Exupéry, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain aussi, mais également vous faites un peu d'histoire aussi quand il s'agit du Rwanda. Vous êtes un des rares reporters qui était sur place au Rwanda lors des événements de 94 et surtout l'un des rares qui ont vu les habitants de Bicêtre, notamment les Tutsis de Bicêtre, se faire avant d'être massacrés. Merci beaucoup pour votre disponibilité et surtout passer de bons moments à Paris. Merci. Merci à vous. Patrick de Saint-Exupéry.